Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Nous voici dans ma chambre, ce qui s'apparente le plus à une bibliothèque actuellement et se trouve juste ici. Donc on se retrouve ce lundi pour mes lectures de cette troisième semaine du mois de juillet. Donc dimanche, hier je n'ai pas pu poster ni tourner, donc je tourne et je poste ce lundi. Et puis dans la foulée je vais tourner aussi une vidéo pour dimanche, parce que je pense pas que je pourrai. Mais au mois d'août, je vais pouvoir vous faire plein de vidéos autres que des updates lecture. Je vais pouvoir vous montrer toute ma palle, comment c'est organisé mes bibliothèques et plein d'autres choses. Voilà, donc j'ai 6 livres à vous présenter qui sont juste là. Donc là, c'est ce que j'ai lu cette semaine, enfin la semaine dernière, du coup, de lundi à dimanche. Et là, c'est celui que j'ai lu aujourd'hui, donc on va commencer par lui, c'est Charlie Lapena, le couple d'à côté. Donc je suis vraiment dans un mood en ce moment de thriller. Thriller horreur, thriller domestique, mais c'est vrai que thriller domestique, un peu plus, parce que, eh bien, voilà, j'ai commencé du Freda McFadden, j'ai lu d'autres histoires du même style, comme les voisins de Gemma Rogers, ou d'autres, et bon, vous allez peut-être en voir beaucoup cet été, parce que j'ai fait beaucoup de réservations, je me suis fait un stock de thrillers pour mes congés d'été, parce que dans ma palle, j'ai que de la fantasy, j'ai quasi pas de thriller, donc j'ai fait une grosse palle, enfin une grosse réserve, après si je les retouche, je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve le style très léger et vachement facile et simple, quand à la maison, en vrai j'ai plus de temps de lecture au travail qu'à la maison, donc pour les congés, je me suis prévu des choses plus légères, plus simples et surtout plus courtes. Parce que ça sera compliqué de lire des grosses pavasses, je veux dire même 400 pages, ça sera compliqué à lire à la maison parce que je serai beaucoup plus à même à faire des choses à la maison avec mon fils et mon mari. Donc du coup, voilà, je me suis pris des choses courtes et bon, ce genre de truc, aujourd'hui j'ai gardé mon fils et ça s'est lu très facilement. Bon, on n'est pas beaucoup sortis, hein, mais ça se lit, voilà. Je pense que ce type d'histoire pour l'été c'est très bien, même si celle-là ne m'a pas franchement énormément plu. J'ai voulu lire celui-ci parce que Charlie Lapena est apparemment très connu pour les thrillers domestiques. C'est-à-dire que quand vous tapez thriller domestique, vous avez un panel de noms qui sortent comme étant des références. Et donc, aux côtés de Freda McFadden, Lilwood Barclay, ou encore Lila Jawel, il y avait Charlie Lapena. Donc, j'ai essayé celui-ci. Il m'a pas tant plu que ça parce que je trouve qu'on est très loin d'un roman à suspense à partir du moment où, même pas à la moitié du livre, on vous annonce déjà tout ce qui s'est passé en fait. Donc c'est pas comme dans les autres thrillers, que ce soit Freda McFadden où tout se révèle au dernier moment et tout change au dernier moment, ou c'est pas comme par exemple dans les enquêtes où nous avons vraiment des enquêteurs qui font leur job mais qui pourtant à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, on a l'impression que ça ne va pas marcher et que tout se dénoue à la fin du roman. Là, on n'était pas du tout dans ce schéma ici. Et du coup, je me suis profondément ennuyée la quasi-totalité de la fin, quoi. Parce que, vraiment, je crois que ça... à partir de 180 pages, tout était fait, quoi. Tout était dit. Et même si pas tout était dit, mais une grosse partie l'était, et le reste était facilement devinable, et du coup j'ai pas trouvé vraiment mon pied là-dedans, quoi. Le suspense n'était vraiment pas insoutenable, il y en avait quasi pas en vrai, et puis on se perd vraiment dans les méandres, dans les méandres psychologiques de nos personnages, qui sont pour moi très clichés, et je ne suis pas attachée à eux. J'ai tenu parce que je voulais savoir ce qui est arrivé à ce bébé, même si du coup je l'ai su très vite. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je le finis, j'ai le temps, donc je peux le finir, et puis j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps d'en commencer un autre avant demain, donc je l'ai fini, mais
Mais vraiment, c'était pas quelque chose d'haletant, c'était pas quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, on nous soulève des secrets d'autres couples pour au final n'en faire rien. Et en plus de ça, ben, la fin est très ouverte et un peu bateau, je trouve. Enfin, bref. Il n'y avait pas grand-chose de bien là-dedans. La plume est assez simple, mais vu que c'était très psychologique, je saurais pas dire mon avis sur la plume. Parce que soit c'est très psychologique pour ce roman-ci, soit c'est comme ça dans tous ces romans et ça peut devenir très très barbant si c'est très souvent comme ça. C'est-à-dire que ça met beaucoup de lenteur en fait dans l'histoire parce que ça apporte pas grand-chose à l'histoire selon les moments qu'elle nous décrit. Et voilà, c'est-à-dire que sur 372 pages, et ben en vrai, il se passe pas énormément de choses, quoi. Mais bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ben, jusqu'à présent, tout ce que j'ai lu, c'était quand même très très porté sur une fin explosive et sur des petits indices qui sont disséminés par-ci par-là, mais qui pourtant ne donnent pas tout d'un coup. Et là, du coup, ouais, la révélation est venue trop tôt. C'est venu trop tôt et ça a gâché un peu le truc, quoi. C'est dommage. Mais du coup, d'elle, je crois que justement au travail, j'en ai pris d'autres de Shari Lapenin. Qu'est-ce que j'ai pris? Comment ça s'appelle? Je crois que c'est le dîner. Le repas de famille, je crois. Je crois que c'est ça qu'elle a écrit. Enfin bon, voilà. Je vais retenter, je pense, un autre livre de cette autrice parce qu'elle a quand même une grosse production, donc il y a de quoi faire. Et voir si la plume me plaît ou pas. Ensuite, j'ai terminé une série qui était un petit peu pénible, hein, mais je l'ai terminée. Donc, il s'agit de Librairie Jumpers. Donc, j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant, et j'ai eu l'occasion de me les acheter d'occasion, la trilogie. Donc, j'ai pas relu le tome 1, évidemment. Mais sur Summary's Book, il y avait le résumé détaillé du tome 1, donc j'ai lu ce résumé-là pour me remettre tout en tête. Et du coup, eh bien, j'ai lu d'affilée le tome 2 et 3. Celui-ci s'est lu très vite, j'ai plutôt bien aimé. Le tome 3 a été un petit peu plus laborieux et un peu plus de temps. Mais je pense que c'est une trilogie à mettre dans les mains des ados, même si c'est une trilogie qui a un petit peu vieilli et qui a ses points forts et ses points faibles. Mais c'est une bonne trilogie de fantasy pour nos ados, les prémices de romance, une espèce de petit triangle amoureux, même si c'est un peu gagné d'avance pour certains, des scènes de baisers, des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est bien pour commencer la romantasy chez nos ados. Les points forts, eh bien, c'est l'histoire en elle-même. Donc, on a en enquête de 7 Chiari, qui sont des clés pour délivrer une bête avant que le méchant le fasse. En gros, pour pas tout spoiler, parce que c'est quand même un univers qui est hyper complet, mais aussi très complexe du coup. Et du coup, l'univers est vraiment bien. On est plongé, eh bien, quasi à chaque fois dans les bibliothèques lorsqu'elle et ses amis font des sauts. Les relations entre les personnages sont aussi très très attachantes, bien que à partir du tome 3 quand même, il y a de nombreux personnages qui se rajoutent et du coup c'est vrai qu'on a tendance à se perdre. Vraiment, il y a énormément de personnages et vu qu'ils ont tendance à se séparer pour faire des choses différentes, pour faire avancer le schmilblick, à un moment donné on comprend plus qui est parti où, pourquoi, avec qui, pourquoi il revient avec lui, il n'était pas parti avec lui à la base. Enfin bon voilà, c'est ce genre de truc où c'est devenu un peu trop brouillon. Ensuite, il y a eu quelques passages, si vous voulez, qui ont rajouté des événements à l'événement principal, à la quête principale. Ça faisait comme une sorte de surenchérisation, si vous voulez. Ça surenchérit. Et ce qui fait que, on a juste une envie, c'est que ça y est, on veut arriver au bout, quoi. Et donc, ça donne une fin, un peu longue, pour, au final, le dénouement final qui soit ultra rapide, vous voyez. Donc, c'était
ce tome 3 était un petit peu bizarre. Le tome 2 était un bon tome 2 transitoire, avec ses révélations, avec ses rebondissements, avec plein de choses, voilà. Mais c'est ce tome 3, il y avait quelques trucs, voilà, qui étaient un peu compliqués à suivre, pour toutes les raisons que je vous ai citées, mais je peux pas vous en dire non plus trop, parce que, ben, voilà. Et puis, si l'autre point un petit peu faible de cette histoire, c'est que du coup, bah, on est vraiment dans des bibliothèques, hein, je veux dire, c'est même sur la couverture, etc. Mais c'est qu'après, pareil, dans ce tome 3, nos personnages vont tellement bouger, ils vont aller dans des bibliothèques qu'on n'avait pas visitées avant dans le tome 1 et 2, mais c'est tellement dans la précipitation qu'au final, on ne sait pas trop à quoi ressemblent ces bibliothèques, et puis, il y a c'est ça qui est perturbant, c'est que du coup, il y a énormément de sauts, de changements de lieu, donc on se perd un peu en se disant, mais ils sont dans les bibliothèques, ou dans les refuges, ou dans les sabbats, et puis on sait plus trop où ils sont, quoi, chez les humains, pas chez les humains, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont floues au niveau des voyages spatiaux, temporels, comme ça, enfin, pas temporels, mais juste des voyages, c'est pas spatial, mais voilà, on sait pas trop où ils sont, on sait pas trop où ils partent avec qui ils reviennent. Voilà, il y a énormément de mouvements. Beaucoup de mouvements qui sont un peu compliqués à suivre. Pour une fin, eh ben, voilà, comme je vous ai dit, un petit peu trop simple pour tout ce qui a été fait avant, vous voyez. Donc bon, voilà. Après, l'autrice n'a pas été franchement gentille avec ses personnages, hein. Elle a pas été... pas tout le monde est heureux à la fin, et vécurent tous ensemble et eurent des enfants, voilà, mais... donc elle est quand même relativement honnête avec la fin que doivent avoir ces personnages. Donc je trouvais ça plutôt bien, parce que c'est vrai que quand tout le monde il est beau, tout le monde il est sauvé, tout ça, bon, ça donne un petit peu l'impression que tout est trop simple. Donc là, vu qu'il y a quand même quelques pertes, on se dit, bon, c'est pas si simple que ça, ils se sont battus, etc. Mais, je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe dans le tome 3, on s'attend pas à ce que ça se termine comme ça, quoi. Trop facilement, presque. Donc voilà, c'était un petit peu bizarre ce tome 3, mais c'est quand même une bonne trilogie. C'est pas une trilogie coup de cœur, mais c'est quand même une bonne trilogie que je garderai et que je conseillerais à mes petits jeunes sans problème. Ensuite, du coup, j'ai lu 2 Freda McFadden. Voilà, j'ai dit que je creuserais après avoir lu La Psy. Donc, entre les deux, j'ai plutôt préféré La Locataire. Parce que là, on est du coup vraiment dans la psychologie du personnage, dans le jeu d'acteur, dans les faux semblants, dans la vengeance, etc. L'intruse, j'ai bien aimé aussi, c'est un huis clos, dans un chalet perdu au milieu de nulle part, et une gamine qui va se faire surprendre par la femme qui vit dans le chalet avec un couteau, et donc voilà, on va apprendre à se connaître les deux. Mais celui-là m'a paru un petit peu plus compliqué, je me suis dit, mais attends, mais du coup... c'est elle, mais et du coup ouais c'est un peu plus tordu. La Locataire, je me suis bien amusée, donc j'aime bien Freda McFadden. C'est vraiment ce type de truc, ce type de livre que j'attends à lire pour cet été tranquillement, parce que ça je l'ai lu aussi sur mon jour de repos. Mon fils était au centre aéré, donc j'étais à la maison seule pour une fois depuis un petit moment, un très long moment, mais voilà, je sais qu'en une journée ça peut se lire, et même en 2 jours ça peut se lire facilement, parce que c'est vraiment très simple, c'est très léger, et en plus c'est addictif, donc on ne voit pas passer le temps, voilà, je trouve que c'est très très bien, en vrai, voilà, je trouve que c'est très bien. Je vais pas mentir ou autre, c'est vrai que c'est soit ça passe, soit ça casse. Freda McFadden, il y a énormément de gens qui sont addicts, et énormément de gens qui sont un petit peu plus puristes et qui sont totalement contre cette autrice, mais bon, moi je trouve que ça se lit bien, et qu'on passe un bon moment, et je pense que c'est le principal. Et donc là, je pense que ça va, je crois, alors je sais pas si je l'aurai pour mes congés, mais j'ai réservé Le secret de la femme de ménage, donc qui est le tome 2 de la femme de ménage. J'ai pas lu le premier, donc je vous ai dit, je pense pas le lire parce que c'est encore trop frais dans ma mémoire, mais je peux essayer de lire le tome 2 et 3 pour voir un petit peu la suite de Millie. Je vais me baser pour le premier tome sur le film, et puis on va voir si ça passe ou pas en lisant le tome 2. Mais voilà, en tout cas, je pense aussi que je lirai sa nouveauté qui sort là en octobre, qui s'appelle Dire des vies, parce que j'aime beaucoup cette
cette histoire dans le sens où se dire Debbie, elle est une jeune femme qui a beaucoup de problèmes et pourtant qui aide de nombreuses autres femmes avec sa rubrique de chronique dans le journal, un peu comme Phoebe, si vous voulez, dans Charmed. Donc voilà, je pense que je lirai cette nouveauté, mais l'acheter, je sais pas. Mais si on est au travail, voilà, je le lirai. Mais voilà, si je trouve d'autres Freda McFadden comme ça en occasion, je le ferai. D'ailleurs, je viens de penser que si en fait j'ai trouvé la prof en occasion à 2 €, à 3 €, je l'ai trouvé sur Vinted, en gros format. Donc voilà, cet été, je lirai la prof, on verra ce que ça fait. Et puis après, je crois qu'il restera le boyfriend, mais ça sera pas de suite parce que lui, il est pas trop dispo en occasion et au travail, il est encore très très emprunté, donc je l'aurai pas de suite. Et je crois que c'est tout. Après, il y a 1, 2, la psy, boyfriend, bon, le secret de la femme de ménage et la prof. Voilà. Il n'y a pas énormément de choses. Donc voilà pour les Freda McFadden. Et donc maintenant, il ne reste plus que 2 livres dont, en fait, ce sont 2 services de presse. Donc je vais commencer par celui-là. L'Abîme, le tome 1, La Traque de Hugo. Alors, Alpansec. Et c'est les éditions Baudelaire. Une maison d'édition avec laquelle je faisais beaucoup d'échanges il y a un petit moment maintenant. Il y a 2-3 ans, quand j'avais commencé sur Simplement Pro, en fait, quand j'étais enceinte, donc il y a presque plus de 3 ans et demi. Et j'avais énormément aimé cette maison d'édition, et donc du coup, j'aimais beaucoup leur ligne éditoriale. Et donc voilà, j'ai voulu recommencer avec eux, et j'ai commencé avec cet ouvrage-là, qui est une fantaisie, qui a ses points faibles et ses points forts, comme pour la série de Brenda Drake. Donc là, on est sur une fantasy qui va parler de chasseurs de sorcières et de sorcières, et qui va être, avec le thème très, très médiéval, très moyenâgeux. Donc c'est une genre de fantasy que j'ai voulu tester, parce que ça se rapproche un peu plus de la high fantasy que ce que je lis moi en fantasy, donc romantasy ou de la fantasy jeunesse. Donc là, on n'est pas sur une fantasy pour adultes, je dis high fantasy dans le sens où ça s'apparente beaucoup à The Witcher. The Witcher, je n'ai pas lu, mais j'ai regardé quelques épisodes de la série, et c'est un peu la même vibe, le même mood, un peu moins, je dirais, un peu moins violent, un peu moins plus 18, quoi, un peu plus abordable, mais pour moi, c'était pas je sais pas comment expliquer, parce que le mood m'a beaucoup plu, c'était vraiment ce que je voulais pour me sortir de cette période caniculaire, je voulais des choses très automnales, assez froides, assez sombres, c'est pour ça aussi que je lis des thrillers. Là, on était carrément dedans au niveau de cette ambiance-là, mais il y avait un peu trop de descriptions pour moi qui me perdaient par moments. Et du coup, ça m'a fait décrocher un peu parfois, ce qui fait que quand on avait vraiment des pages qui étaient un peu plus narratives que actives, ça me perdait un petit peu. Surtout que la mise en page n'est pas non plus hyper alléchante. Vous voyez, on est sur des pages comme ça, il y en a beaucoup. Et du coup, rien que déjà pour les yeux fatigués que j'ai, c'est compliqué d'avoir des grosses pavasses comme ça. Mais des choses comme ça, des lignes un petit peu plus aérées avec des espaces entre les paragraphes, un peu plus de dialogue, il y a de la description aussi, hein. Mais voilà, en fait, c'est la mise en page aussi qui compte, parce que c'est vrai que quand on avance dans une histoire et que d'un coup, on se prend des grandes pages comme ça, pas très très aérées, et ça fait un petit poids sur les épaules. Donc voilà, il y avait juste un peu trop de côté narratif pour moi. L'histoire m'a beaucoup plu. L'autre chose qui m'a paru un petit peu compliquée à visualiser, c'était au niveau des sigils. Donc en fait, pour l'histoire, on va suivre un chasseur de sorcières qui est libéral, on va dire, parce que on a normalement la guilde des mages, qui sont des magiciens qui sont sous le contrôle de l'État. Et pour chasser des sorciers non déclarés, on fait appel normalement à cette guilde des mages. Sauf que cette guilde des mages est très mal vue par la population. Et l'État en lui-même est aussi très mal vu. Donc, lui, il est là, il est libéral, il appartient à aucune guilde à part la sienne. Et l'histoire va commencer par son intervention dans une petite bourgade,
qui justement viennent de refuser la participation, enfin l'aide d'un des mages. Parce que une sorcière sévit dans le village. Donc il va se mettre à cette poursuite, il va se rendre compte que c'est une jeune femme, et il est plutôt dans l'esprit procès, équité et pardonner si pas coupable. Beaucoup sont contre, donc ils vont devoir fuir tous les deux. Et puis ils vont se rendre compte que l'auteur des méfaits, ce n'est pas elle, c'est un autre magicien, qui lui non plus n'est pas déclaré, mais qui est un magicien réputé pour sa connaissance de magie noire et de choses vraiment très très obscures. Il s'avère que les deux ont un passif avec lui, des passifs qui sont lourds et douloureux, donc on peut comprendre cet esprit de vengeance et cette volonté de faire régner l'ordre avec ce mal ambulant. Et donc du coup, j'ai trouvé cette relation intéressante à suivre, parce que du coup, ce sont vraiment deux personnes que tout oppose. Rien ne les prédestinait à faire cavalier ensemble. Et voilà, ils vont se retrouver tous les deux à la recherche de ce grand magicien. Donc, ils vont apprendre à se connaître, et nous, on va apprendre à les connaître aussi, et des secrets vont peut-être immerger au fil de l'histoire. Et c'est pendant ces grandes chevauchées, ces périodes de voyage où il y a un peu plus de longueur, où on va décrire beaucoup de choses autour d'eux, on va décrire les moindres pièces qu'ils vont visiter. Et notre sorcière a quant à elle, et les autres aussi, mais c'est surtout elle qu'on va voir utiliser la magie. Pour utiliser la magie, il y a des mots à prononcer en même temps que des sigles à dessiner. Et ces sigles-là, c'est un peu compliqué de se les imaginer, et du coup, c'est vrai que quand il y a des lancements de sorts, c'est un peu flou dans les scènes d'action. Donc, ouais, c'est intéressant de mettre les sigils, et parce que c'est très imagique et tout, mais c'est vrai que quand on essaye de se les imaginer soi-même, ça enlève un petit peu le temps qu'on met à se les imaginer, ça enlève un petit peu le côté spontané où voilà, ça se bataille et tout, on est dans l'action et tout ça. Ça ralentit un peu le truc. Donc voilà, c'était juste ces petits points-là, où la description et parfois la difficulté de s'imaginer les choses qui se passent sont un petit peu compliquées, mais j'ai adoré voilà, le mood de The Witcher, avec voilà, ce côté sombre, ce côté forêt, avec cette chasse aux sorcières qui s'est transformée en une autre chasse aux sorcières, mais où sorcières et chasseurs font combat commun. D'autres personnages vont arriver, il y a même un loup qui va se rajouter dans l'équation, donc non, c'était sympa, mais voilà, la plume ne m'a pas laissée vraiment amoureuse, quoi. Donc je ne sais pas si je continuerai avec le tome 2 pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez The Witcher, je pense que ça peut tout à fait vous plaire, bien que je pense quand même que comparé à l'auteur de The Witcher, je sais plus, je crois que c'est Bukowski, je crois que c'est un truc comme ça, Lovensky, je sais plus. Voilà, bien que comparé à cet auteur-là, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple, et que c'est plus simple. Tout simplement, c'est plus simple. Donc, voilà. Ça peut être un tremplin pour ceux qui veulent commencer. Ça peut être quelque chose de plus léger pour ceux qui sont habitués à de la high fantasy vraiment très très complexe. Mais voilà, je pense qu'il se situe entre deux, et que c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est juste une histoire de plume, hein. Soit ça passe, soit ça casse. Ensuite, j'ai lu Elle nous mente de Pierre Gaullon. Donc Pierre Gaullon, j'avais déjà lu La Ligne Noire. Et donc là, sur Simplement Pro, il avait mis à dispo celui-ci qui s'appelle Elle nous mente. Donc là, on est sur un thriller huis clos. J'ai bien aimé ma lecture, ça s'est passé assez rapidement. On est sur un roman de 250 pages. Donc on va suivre deux jeunes femmes qui, tous les ans, s'enferment un mois dans une villa perdue au fin fond de la Bourgogne pour bosser sur leur projet d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, les trois jeunes femmes qui sont ici ne sont pas en fait nos personnages principaux, ce sont les trois IA qu'elles ont mis au point. Et donc elles ont pour projet de vendre ensuite le concept de maison ultra sécurisée grâce à ces intelligences artificielles. Donc elles ont tout un prénom, il y a Aurore, Élise et Nova. Et donc Aurore et Élise sont, on va dire, les deux matriarches, et Nova
et la petite jeune qui vient d'être créée et mise en service. Et donc, voilà, on va se retrouver toutes les deux. Il va y avoir quelques changements, parce que des changements de point de vue dans leur vie personnelle qui font qu'il va y avoir des tensions entre les deux. Et surtout, il va y avoir un gros problème avec une des intelligences artificielles, puis ensuite avec les autres, parce qu'un étranger est détecté dans la maison, mais personne ne le trouve, et puis après tout va s'expliquer d'une manière qui est assez surprenante et ma foi à la fois un petit peu cruelle, mais aussi compréhensible du point de vue des intelligences artificielles. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Juste le point qui m'a un petit peu freiné, c'est quand on sort de cette villa ultra sécurisée avec une tension très très prenante pour aller se mettre du point de vue d'un autre personnage qui ne fait pas partie de cette maison, mais qui fait partie de l'histoire quand même. Et en fait, on va dans ce point de vue-là, et du coup, ça a freiné toute l'histoire, et je me suis profondément ennuyée. Bien qu'après, il a un rôle important, décisif même. Mais bon, ouais, enfin... Oui, il aurait fallu expliquer comment ce personnage est venu là, mais bah bon... Mais bon, c'est vrai, c'était peut-être pas au bon moment, parce que du coup, ça a coupé en plein milieu d'une action, d'un moment très important. Mais bon, après, c'est ça aussi qui a fait tenir le suspense et tout ça, quoi. Mais voilà, c'était bien, je lui ai mis, je crois, un 3,5 ou un 4 sur 5. Donc c'était bien, mais voilà, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de dialogues avec des aspects très techniques, très technologiques qui n'en ont pas forcément parlé parce que je n'y connais rien. Donc c'est vrai que ça, c'était pas les dialogues les plus passionnants parce que je n'y comprenais pas grand-chose. Mais l'histoire globale est en elle-même assez inspirante, je trouve, et très intéressante parce que enfin ça existe déjà, quoi, hein, les Alexa, les trucs, tout ça, voilà, ça existe déjà. Alexa, selon ce qu'on met, elle peut éteindre les lumières, elle peut nous ouvrir les volets. Je crois même qu'il y a des trucs où on peut leur dire de nous faire un café, quoi, je crois. Enfin bon, moi je suis très très loin de tout ça, donc c'est pas quelque chose qui me touche profondément parce que je ne suis pas du tout utilisatrice et je ne pense pas l'être un jour. Ou alors vraiment dans très très longtemps, je pense, parce qu'en tout cas c'est pas du tout ma ligne de pensée actuelle. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant, très actuel. Et voilà, je trouve que c'était bien. Pierre Goualon, voilà, c'est le deuxième thriller que je lis. J'avais bien aimé aussi Ligne Noire, donc pour l'instant, tout se passe bien. Peut-être que je vais essayer d'en lire d'autres. La botaniste me parle un petit peu. Et il y en avait un autre aussi de lui qui m'intéressait plutôt bien. On va voir. Peut-être que je vais sûrement continuer à lire cet auteur parce que j'aime bien. En plus, ce sont vraiment, comme je dis, des slashers. Voilà, en 250 pages, c'est lu et tous les effets sont là pour passer un bon moment. Donc voilà pour moi cette update lecture. Je pense que le prochain, parce que cette semaine, je travaille, mais je vais lire, je pense que je vais lire 4-5 livres, je pense. Parce que j'ai fait le plein, comme vous allez le voir, de thrillers domestiques. Nous avons La Maison de Vacances. Celui-là, je sais pas. Il était une fois. Alors, il y a beaucoup de bons avis et de pas très bons avis, mais je vais essayer. On va voir, parce que c'est un huis clos avec des contes. Une personne obligée d'écrire sous menace de mort, etc. Voilà, enfin voilà, ça sera lu ce week-end, cette semaine. Celui-là, je pense qu'il sera lu aussi, donc comme vous voyez, c'est un autre Charlie Lapenat, donc en seconde noce, c'est aussi un thriller domestique. Je sais pas celui-là comment ça va se passer, du coup, voilà. J'ai hâte de les lire pour pouvoir le comparer, enfin comparer mon ressenti avec le couple d'à côté. Et enfin, un thriller qui me fait beaucoup envie aussi, c'est Délivre-nous du mal. Là, on va être sur un thriller un petit peu plus horreur et un petit peu plus gore, je pense. Parce que, ouais, il y a un peu plus de choses, de choses gore dedans. Donc je pense que je vais pouvoir tout lire, je pense, cette semaine, normalement, parce qu'en plus, au mois d'été, en été, à la bibliothèque, on n'a plus d'action culturelle et les gens partent, donc on a beaucoup moins d'influence. Et je vais aussi essayer de lire celui-là, Le pensionnat des innocentes de Angela Marson. C'est un petit moment qui me faisait envie, je l'ai même eu dans ma palle à un moment donné. Et voilà, j'ai bien envie aussi de rester là-dedans. Ça parle d'un foyer pour filles, ça va peut-être devenir des sorcières et tout. Ça a l'air super intéressant. Et en plus, il était dispo en grand caractère, donc autant pour vous dire que pour mes yeux, c'est très sympa. Alors, c'est pas écrit
autant plus gros que ça, je trouve, hein, pour du gros caractère, c'est écrit plus gros, mais ça change pas au point que je lise plus vite, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce que je vais lire, je pense, cette semaine. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui saute. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire cela, en tout cas, cette semaine. Je pense que c'est faisable, en vrai, parce que ce sont que des livres de moins de 400 pages, donc ça devrait amplement le faire. Écoutez, je vous dis du coup à dimanche pour une vidéo. Je pense que ce sera un top 5 du premier semestre. Et je pense que les lectures que je vais vous présenter là, que je ferai cette semaine, je pense que la vidéo, je la tournerai peut-être lundi prochain, une fois installée. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.